À 5h41 et 17 secondes du matin, dans la pénombre du centre de conduite des opérations de l'USS Theodore Roosevelt, 3 signaux d'alerte retentirent en l'espace de quelques secondes à peine. Ce n'était ni un radar de veille, ni un avion de passage, ni un simple balayage côtier de routine. C'était autre chose, quelque chose de plus froid, de plus précis. 3 faisceaux électromagnétiques étroits et concentrés venaient de traverser le nord de la mer d'Arabie depuis la côte iranienne, et tous convergeaient vers une seule cible, le porte-avions. Sur l'écran de guerre électronique, 3 lignes de relèvement apparurent presque simultanément. La première à 12 degrés de l'étrave. La seconde plus à l'est, à 28 degrés. La troisième balaya l'écran à 47 degrés. L'officier de guerre électronique se pencha vers sa console tandis que le système comparait ses signatures à sa bibliothèque de menaces. 3 émetteurs de conduite de tir, annonça-t-il, 3 positions distinctes, toutes verrouillées sur le Roosevelt. Personne dans la salle ne fit un geste de trop. Un radar de surveillance balaie un vaste espace. Un radar de conduite de tir, lui, fait tout autre chose, il concentre son énergie sur un seul objet, mesure sa distance, sa vitesse, son cap, chaque variation de trajectoire nécessaire pour guider une arme jusqu'à sa cible. Ces 3 batteries côtières iraniennes ne cherchaient plus le porte-avions. Elles l'avaient déjà trouvé. L'officier d'action tactique étudia les données pendant que les capteurs du navire calculaient la position de chaque source. Les batteries étaient séparées par des dizaines de kilomètres de littoral, et pourtant leur faisceau radar était apparu à moins de 4 secondes d'intervalle. Cela ne pouvait signifier qu'une chose, une coordination. La batterie Alpha se tenait près du rivage, à environ 311 km. La batterie Bravo, plus à l'est, se dissimulait en partie parmi des structures industrielles. La batterie Charlie occupait un point élevé à l'intérieur des terres, offrant à son radar une vue plus large sur la mer. Chaque site pouvait abriter plusieurs lanceurs mobiles. Si chacun portait 4 missiles, le groupe aéronaval pouvait faire face à 12 projectiles. L'officier saisit le combiné. Branle-bas de combat général. Contrôle des émissions modifiées. Décollage des avions d'alerte. L'alarme se propagea dans tout le navire. Des voyants rouges clignotèrent dans les coursives. Les portes étanches furent verrouillées. Les marins gagnèrent leur poste de combat tandis que le porte-avions basculait des opérations aériennes de routine à l'état de guerre. Sur le pont d'envol, le changement fut immédiat. Les chefs de piste aux gilets jaunes dégagèrent l'axe de lancement. Les équipes d'armement aux gilets rouges achevèrent leur dernière vérification sous 2 chasseurs Super Hornet en attente. Les équipes de catapultage aux gilets verts se mirent en place à l'avant. Les pilotes grimpaient déjà dans leur cockpit. En dessous, des milliers de tonnes de machinerie poussaient le Theodore Roosevelt plus vite dans l'obscurité des eaux. Le porte-avions entama un virage contrôlé face au vent, manœuvre nécessaire au lancement des appareils, mais qui obligeait aussi les batteries côtières à recalculer sans cesse leur solution de tir. Un navire de plus de 300 mètres ne peut pas disparaître. Mais il peut refuser de rester là où l'ennemi l'attend. Autour du Roosevelt, le dispositif d'escorte se réorganisa. Un destroyer de classe Harlech-Burke avança vers la côte iranienne, se plaçant entre le porte-avions et les 3 sources radar. Un second destroyer se déplaça vers l'est, élargissant la couverture radar du groupe aéronaval. Un autre resta en arrière, protégeant les secteurs bas où des missiles rasant les flots pouvaient surgir sans presque aucun préavis. Le croiseur lance-missiles, chargé de coordonner la défense aérienne, se rapprocha du centre du dispositif. À travers tout le groupe, les systèmes de combat Aegis se relièrent entre eux. Chaque navire voyait désormais la même image tactique. Les verrouillages radars apparaissaient en rouge. Aucun missile n'avait encore été détecté. Pas encore. À 5h44, un nuage de vapeur et de gaz d'échappement balaya le pont avant tandis qu'un avion de guet aérien avancé E2D Hawkeye se positionnait sur la catapulte. Ces 2 turbopropulseurs montèrent en puissance. L'appareil disparut vers l'avant dans une accélération brutale, plongea brièvement vers la mer, puis grimpa dans le ciel encore sombre. Le Hawkeye allait devenir la tour radar du groupe aéronaval, capable, depuis l'altitude, de voir au-delà de l'horizon radar des navires de surface, de repérer les appareils volant bas et d'identifier les missiles bien avant qu'ils n'approchent du porte-avions. Moins d'une minute plus tard, le premier Super Hornet décolla. Le second suivit 30 secondes après. Ils montèrent sans feu de formation et se séparèrent vers des secteurs de patrouille distincts. Leur mission n'était pas de frapper la côte, mais d'établir une patrouille aérienne de combat devant le porte-avions et d'intercepter tout ce qui traverserait les eaux. 2 avions de guerre électronique Groulé, déjà en vol à l'est du groupe, reçurent de nouvelles instructions.
Leurs nacelles de brouillage se tournèrent vers la côte. Ils ne commencèrent pas par un brouillage à pleine puissance, ce qui aurait révélé exactement quels signaux les Américains jugeaient dangereux et aurait permis aux opérateurs iraniens de s'adapter. Ils envoyèrent plutôt de brèves impulsions contrôlées dans les 3 faisceaux radars. L'effet fut subtil. La batterie Alpha pouvait voir le porte-avions à plusieurs centaines de mètres de sa position réelle. La batterie Bravo pouvait calculer une mauvaise vitesse. La batterie Charlie pouvait percevoir plusieurs contacts massifs se déplaçant tout près les uns des autres. Le but n'était pas de rendre le Roosevelt invisible, mais de rendre chaque décision de tir peu fiable. Pendant quelques secondes, le signal de Bravo s'affaiblit, puis revint sur une fréquence légèrement différente. Ils sont agiles en fréquence, constata l'officier de guerre électronique. Ils s'adaptent au brouillage. Alpha changea à son tour. Charlie resta fixe, conservant la piste la plus stable des 3. Aucun d'eux ne relâcha sa prise sur le porte-avions. À 5h47, un nouveau renseignement parvint au groupe aéronaval par relais satellite. Une image infrarouge montrait des signatures thermiques fraîches sur les 3 sites suspectés. À Alpha, 4 véhicules avaient quitté leurs positions abritées. À Bravo, des camions de soutien se dispersaient entre les bâtiments voisins. À Charlie, un véhicule radar demeurait immobile tandis qu'un autre, plus imposant, s'avançait à découvert. L'officier d'action tactique agrandit l'image. Le véhicule de Charlie s'arrêta. Des vérins hydrauliques se déployèrent sous son châssis. Puis l'arrière commença à se soulever. C'était un lanceur de missiles. La salle resta silencieuse tandis que l'image se rafraîchissait, image après image. Le lanceur n'avait pas encore atteint sa position de tir, mais il n'était plus caché. Le commandant du porte-avions entra dans le centre de conduite des opérations et se plaça près de l'écran tactique. Des indications de tir ? Aucune pour l'instant, répondit l'officier tactique. 3 verrouillages de conduite de tir confirmés. Charlie relève un lanceur. Le groupe aéronaval disposait d'assez d'éléments pour se préparer à une attaque. Pas encore assez pour frapper le premier. Les règles d'engagement étaient claires. Un simple verrouillage radar pouvait démontrer une intention hostile, mais frapper la côte exigeait la confirmation qu'une attaque était imminente. Alors la marine attendit. Non pas passivement, non pas sans préparation. Chaque système défensif était actif. Chaque lanceur était prêt. Chaque opérateur radar guettait le premier objet qui s'élèverait au-dessus du littoral iranien. On peut se demander, à cet instant précis, ce que l'on ferait à la place de ces hommes enfermés dans cette salle sans fenêtre, à devoir choisir entre la prudence et le risque de laisser l'ennemi frapper en premier. Il n'y a sans doute pas de bonne réponse, seulement des conséquences différentes selon le choix retenu. À 5h50, le Hawkeye détecta un autre contact. Il évoluait à 74 km au large, lentement, à moyenne altitude. Aucun signal d'identification. Aucun transpondeur civil. Aucune réponse aux appels radio. Trop lent pour un chasseur, trop délibéré pour un trafic ordinaire. Il volait parallèlement au groupe aéronaval. Plateforme de surveillance sans pilote possible, rapporta le contrôleur du Hawkeye. Sa position lui offrait une vue dégagée sur la direction et la vitesse du Roosevelt. Il pouvait transmettre ces informations aux batteries côtières, leur permettant de réduire leur propre exposition radar et de tirer à l'aide de données externes. Un Super Hornet reçut l'ordre d'aller vérifier. Le chasseur vira et accéléra vers le contact. Au même moment, le radar de la batterie Bravo changea encore. Son faisceau se resserra. Le signal cessa de dériver et devint presque parfaitement stable. L'officier de guerre électronique vit l'indicateur de qualité de piste grimpée. Bravo tient peut-être une donnée de qualité terminale, avertit-il, ce qui signifiait que ces informations de ciblage étaient assez précises pour être chargées directement dans un missile. Sur l'image satellite, le lanceur de Charlie atteignit son angle de tir. À Alpha, un autre véhicule vint se positionner derrière le radar. À Bravo, plusieurs signatures thermiques se détachèrent du complexe industriel. 3 batteries, 3 secteurs de tir, un seul porte-avions. À 5h52 et 9 secondes, un éclat thermique intense apparut derrière la batterie Alpha. Le destroyer avancé le détecta presque au même instant. Transitoire de lancement possible, rapporta Teil, relèvement 013. Le système Aegis éleva automatiquement la piste au plus haut niveau de priorité. Les cellules de lancement verticales des escortes passèrent en état de tir. Le croiseur orienta ses capteurs vers la côte iranienne. À bord du Roosevelt,
Les marins fixaient l'écran tactique, attendant l'apparition du premier symbole aérien. Puis le contrôleur du Hawkeye rompit le silence. Nouveau contact, haute vitesse, basse altitude, en direction de la mer. Une trace rouge unique s'écrivit depuis le littoral. Elle accéléra au-dessus de l'eau, droit vers le groupe aéronaval. À 5h52 et 14 secondes, le contact non identifié franchit le littoral iranien et accéléra au-dessus du nord de la mer d'Arabie. Le Hawkeye le détecta en premier. Le destroyer avancé confirma la piste 3 secondes plus tard. Dans le centre de conduite des opérations du Theodore Roosevelt, un symbole rouge apparut sur l'écran tactique et commença à se diriger droit vers le groupe aéronaval. Piste 701, annonça le coordinateur de défense aérienne. Hostile possible. Relèvement 013. Distance 309 km. L'objet se déplaçait vite, mais moins vite que prévu. Son altitude initiale avoisinait les 3600 mètres, puis il entama une descente par palier contrôlé, se rapprochant de l'eau tout en maintenant un cap direct vers le dispositif américain. Aucun signal d'identification. Aucune transmission radio. Aucune tentative de virer. L'officier d'action tactique observa l'ordinateur calculer la trajectoire projetée. Le temps avant d'atteindre la zone défensive extérieure du groupe était de moins de 6 minutes. Le destroyer avancé devint immédiatement la plateforme d'engagement principale. Son système Aegis assigna 2 intercepteurs à la cible, tandis que le croiseur conservait une autorité de secours. Les cellules de lancement verticales furent placées en état de préparation automatique. Les circuits de conduite de tir s'ouvrirent, mais aucun missile ne quitta encore le navire. La signature radar du contact restait incohérente. Sur un balayage, il paraissait assez grand pour être un missile de croisière. Sur le suivant, il disparaissait presque dans le fouillis de fond. Sa vitesse aussi posait question. Un missile anti-navire moderne accélère normalement plus fort après le lancement et plonge rapidement en rase-motte au-dessus des flots. La piste 701 allait assez vite pour être dangereuse, mais trop lentement pour correspondre aux armes les plus performantes que l'on croyait déployées sur la côte. Cela ne le rendait pas inoffensif pour autant. Un petit drone pouvait encore transporter des explosifs. Un véhicule cible pouvait forcer le groupe à dévoiler ses défenses. Un leurre pouvait être conçu pour paraître juste assez dangereux pour attirer un intercepteur coûteux. Le Hawkeye transmit un nouveau vecteur au Super Hornet le plus proche. VIP-21, virez à gauche, cap 035, descendez au niveau de vol 150. Contact à 185 km, chaud. VIP-21, reçu. Le chasseur bascula vers la trace entrante et accéléra. Son radar ne s'activa que le temps nécessaire pour acquérir le contact, le pilote ne voulant pas offrir aux batteries côtières une signature électronique continue et exploitable. Le premier balayage ne donna rien. Le second montra un écho faible. Le troisième établit une piste. VIP-21 à contact radar, rapporta le pilote. Petite cible, aucun appareil d'accompagnement. À bord du Roosevelt, l'officier tactique reporta son attention sur les 3 relèvements radar iraniens. La batterie Alpha avait produit l'éclat de lancement. Les batteries Bravo et Charlie n'avaient pas tiré. Toutes deux maintenaient encore leur faisceau sur le groupe aéronaval. C'était ce détail qui comptait. Si la piste 701 représentait l'arme d'ouverture d'une attaque complète, les autres batteries auraient dû se préparer à tirer immédiatement. Au lieu de cela, elles observaient, mesuraient, attendaient. Sonde possible, dit l'officier de guerre électronique. L'officier tactique ne répondit pas. Que l'objet fût une arme ou une sonde ne changeait rien tant qu'il n'était pas identifié. S'il portait une charge explosive, le laisser approcher pouvait coûter des vies. Si c'était un leurre, tirer trop tôt offrirait aux batteries iraniennes un relevé complet de la séquence défensive de la marine, portée de détection, délai de commandement, temps de réaction des chasseurs, portée des intercepteurs, fréquence radar. Tout ce qu'il fallait pour préparer la prochaine attaque. À 5h54, la piste 701 descendit sous 1500 mètres. Le Hawkeye maintint le contact depuis l'altitude, mais les navires de surface commencèrent à le perdre par intermittence à mesure que l'objet approchait de leur horizon radar. Le Super Hornet continuait de se rapprocher par le sud-ouest. Distance jusqu'à la cible, 42 km. Le pilote bascula sur ses capteurs passifs. À travers le système de visée infrarouge de l'appareil, une petite source de chaleur se détacha sur le ciel plus froid. Aile droite, fuselage étroit, moteur compact monté à l'arrière. Ce n'était pas un missile anti-navire classique. Identification visuelle,
rapporta le pilote, appareil sans pilote, propulsion à réaction, aucun marquage extérieur. Pouvez-vous confirmer la charge? Négatif. Aucun armement extérieur visible. Le drone poursuivait sa route vers le porte-avions. Il ne manœuvra pas quand le chasseur s'approcha. Il ne répondit pas aux avertissements radio. La limite d'engagement du destroyer n'était plus qu'à moins d'1 minute. Le commandant de la défense aérienne trancha. VIP-2-1, autorisation d'ouvrir le feu sur la piste 701. Le Super Hornet grimpa légèrement et se plaça derrière la trajectoire du drone. Le pilote sélectionna un missile RR, confirma que l'autodirecteur accrochait la cible, et pressa la commande de tir. Le missile quitta l'aile, s'alluma, accéléra vers l'avant. La piste 701 ne changea jamais de direction. 6 secondes plus tard, l'intercepteur frappa. Un éclair blanc jaillit au-dessus de l'eau, suivi d'un nuage de débris qui s'élargissait. Le drone se disloqua avant d'atteindre le périmètre défensif extérieur du groupe. Piste 701 détruite, rapporta le contrôleur du Hawkeye. Personne ne se réjouit. Les 3 radars côtiers réagirent aussitôt. La batterie Alpha changea de fréquence. La batterie Bravo resserra son faisceau. La batterie Charlie cessa brièvement d'émettre, puis revint avec un signal plus puissant depuis la même position. L'officier de guerre électronique observa ces ajustements. Ils ont enregistré l'engagement, dit-il. Les 3 émetteurs se sont adaptés après l'interception. Le premier lancement avait forcé les Américains à dévoiler une partie de leur réponse. Les opérateurs iraniens savaient désormais que le groupe aéronaval emploierait des chasseurs contre une cible lente entrante plutôt que de lancer immédiatement des intercepteurs embarqués. Ils avaient aussi observé la rapidité avec laquelle le Hawkeye avait détecté l'objet et à quelle distance du porte-avions la marine avait choisi de le détruire. Le drone n'avait pas été envoyé pour atteindre le Roosevelt. Il avait été envoyé pour mesurer le mur qui l'entourait. À 5h56, le second Super Hornet s'approcha du contact de surveillance non identifié qui évoluait à 74 km au large. Ce drone était plus grand que la piste 701 et décrivait une large orbite parallèle au groupe aéronaval. Une tourelle de capteur était visible sous son fuselage avant. Sa position lui offrait une vue dégagée sur le Roosevelt. Le chasseur resta hors de portée des armes visuelles pendant que ses capteurs examinaient l'appareil. Plateforme de renseignement sans pilote confirmée, rapporta le pilote. Boîtier électro-optique sous le nez. Antenne de liaison de données possible sur le dos. Le drone n'attaquait pas. Il faisait quelque chose d'aussi important, il observait. Il regardait le porte-avions virer, ses escortes se repositionner, le Hawkeye grimpait, les Super Hornets quittaient le pont. Chaque variation de vitesse et de formation du groupe pouvait être convertie en coordonnées et transmise aux batteries côtières. Les Growlers orientèrent leur attaque électronique vers les fréquences de contrôle supposées du drone. Une bande étroite d'interférences envahit la liaison entre l'appareil et la côte iranienne. L'orbite du drone devint irrégulière. Son nez dériva de quelques degrés vers le sud, puis se corrigea. Le Growler augmenta la puissance. Pendant près de 8 secondes, la plateforme de surveillance cessa de répondre à sa station au sol. Puis elle changea de fréquence. La liaison revint. Les opérateurs iraniens avaient anticipé le brouillage. À 5h57, une nouvelle image satellite parvint concernant la batterie Charlie. Le lanceur observé plus tôt avait fini de relever ses conteneurs de missiles. 2 véhicules de soutien s'en étaient écartés. Un second lanceur émergeait de son camouflage à moins d'1 kilomètre à l'ouest. La batterie Charlie ne se contentait plus de suivre le porte-avions. Elle établissait une position de tir. À la batterie Alpha, le lanceur qui avait libéré la piste 701 commença à s'éloigner du site radar. Un autre véhicule prit sa place. Le premier drone était sacrifiable. Le lanceur ne l'était pas. À la batterie Bravo, le tableau restait flou. Le site se trouvait au milieu d'entrepôts, de zones de stockage de carburant et d'infrastructures de transport. Plusieurs véhicules s'étaient réfugiés sous des structures couvertes, rendant impossible de déterminer lequel transportait des missiles. Puis le radar de conduite de tir de Bravo disparut. Le signal s'évanouit sans préavis. L'officier de guerre électronique fouilla le spectre environnant. Rien. Pendant 12 secondes, la batterie Bravo resta silencieuse. Puis un autre émetteur apparut à près de 6 km et demi à l'est de la position d'origine, avec les mêmes caractéristiques radar de base, mais pas la même puissance de signal. L'officier tactique étudia le relèvement. Le radar s'est-il déplacé? Improbable en 12 secondes,
répondit l'officier de guerre électronique. Émetteur déporté ou transmetteur leur possible. Bravo créait de fausses positions. Si la marine répondait à la mauvaise source, le vrai radar et les vrais lanceurs survivraient. À 12h50, le drone de surveillance vira droit vers le Roosevelt. Son altitude tomba de 4200 mètres à 2700. Le Super Hornet suivit le virage. Le contact sans pilote se rapproche du dispositif, rapporta le pilote. Le drone restait hors du périmètre défensif du porte-avions, mais sa nouvelle route réduisait rapidement la distance. Les growlers attaquèrent de nouveau la liaison de données. Le drone vacilla. Puis son émetteur s'activa. Les capteurs électroniques du groupe aéronaval détectèrent une brève salve concentrée dirigée vers la côte iranienne. La transmission dura moins de 3 secondes, trop compressée pour être totalement interceptée, mais sa direction ne laissait aucun doute. Le drone venait d'envoyer quelque chose vers son point d'origine. Très probablement la position, le cap et la vitesse actualisée du Roosevelt. Salve de données achevée, rapporta l'officier de guerre électronique. Les growlers saturèrent aussitôt la liaison. Le drone bascula à gauche, perdit de l'altitude et entama une lente descente en virage. Ses opérateurs tentèrent de reprendre le contrôle, mais l'attaque électronique restait fixée sur la nouvelle fréquence. À 6h01, l'appareil sans pilote heurta l'eau. La menace disparut du radar. L'information qu'il transportait, elle, ne disparut pas. Les batteries côtières disposaient désormais d'une donnée de ciblage fraîche. L'officier tactique plaça le groupe aéronaval en posture de pré-engagement. Tout nouvel objet aérien correspondant à un profil hostile pourrait être engagé automatiquement. 2 Super Hornets supplémentaires furent amenés sur les catapultes. Un second Hawkeye se préparait sous le pont. Un ravitailleur fut avancé. Les destroyers élargirent de nouveau leur dispositif, créant des secteurs d'interception qui se chevauchaient autour du porte-avions. Le Roosevelt continuait de virer. Chaque mouvement était délibéré. Chaque système était prêt. À 6h03, les 3 radars de conduite de tir iraniens s'éteignirent tous ensemble. Alpha disparut en premier. Bravo suivit. Charlie se tut moins d'une seconde après. Les lignes de relèvement rouge s'effacèrent de l'écran. Pour la première fois depuis plus de 20 minutes, aucun radar hostile n'était verrouillé sur le porte-avions. Un officier, au fond du centre de conduite, laissa échapper un souffle de soulagement. L'officier de guerre électronique, lui, n'en fit rien. Les batteries n'avaient plus besoin d'émettre. Elles avaient suivi le Roosevelt assez longtemps pour bâtir leur solution de tir. Le drone de surveillance avait livré une dernière mise à jour de position. Les lanceurs de Charlie étaient relevés. Alpha avait déjà démontré sa capacité à mettre un appareil au-dessus de l'eau. Ce silence n'était pas un repli. C'était la dernière étape avant le tir. À 6h03 minutes et 22 secondes, le réseau d'alerte satellite détecta la première floraison thermique. Une seconde apparut près de la batterie Bravo. Puis 2 autres. La batterie Charlie produisit 3 éclats presque simultanés. Le radar du Hawkeye commença à créer de nouvelles pistes tandis que des objets grimpaient au-dessus du littoral. 1, 3, 5, 6. Lancement multiple, rapporta le contrôleur. 3 origines distinctes. L'officier tactique se leva et fit face à l'écran principal. C'est l'attaque principale. 6 missiles antinavires venaient de quitter la côte iranienne. Et cette fois, aucun n'était un leurre. À 6h03 minutes et 25 secondes, le Hawkeye confirma 6 contacts aériens s'éloignant du littoral iranien. Ils ne formaient pas une vague unique. Ils se séparèrent aussitôt. 2 missiles issus de la batterie Alpha grimpèrent à moyenne altitude et accélérèrent au-dessus de l'eau. 2 autres, venus de Bravo, plongèrent presque dès leur sortie du rivage, disparaissant dans le fouillis radar juste au-dessus des vagues. 3 éclats thermiques avaient été détectés à la batterie Charlie, mais seules 2 pistes stables apparurent. Un lancement avait peut-être échoué. Ou bien le 3e objet restait masqué par le relief. Le résultat était le même, 6 missiles étaient en vol. 3 secteurs d'approche s'ouvraient autour de l'USS Theodore Roosevelt. Vampires entrants, annonça le coordinateur de défense aérienne. Relèvement multiple. Profil multiple. Le centre de conduite des opérations reste à maîtriser. Personne n'avait besoin qu'on lui explique le danger. Le réseau Aegis avait déjà commencé à répartir la bataille. Le destroyer avancé reçut la responsabilité des 2 pistes d'Alpha.
le croiseur lance-missile prit en charge les contacts plus élevés de Charlie. Le destroyer oriental fut affecté au secteur de Bravo, là où les missiles rasant les flots n'apparaissaient que par intermittence. L'escorte arrière resta proche du Roosevelt, conservant ses armes pour tout ce qui percerait les défenses extérieures. Au-dessus du dispositif, le Hawkeye agissait comme le nœud central, son radar plongeant sur la surface courbe de la mer, alimentant chaque navire, chaque chasseur, chaque avion de guerre électronique du groupe en information de piste. 2 Super Hornets se dirigèrent vers le nord pour chercher une occasion d'interception précoce. Les Growlers virèrent vers les armes entrantes et commencèrent à attaquer le spectre électromagnétique autour d'elles. Le Roosevelt poursuivait son virage. Le porte-avions filait désormais à vitesse de combat, forçant les missiles à résoudre leur trajectoire contre une cible qui avait déjà changé de position depuis la dernière transmission du drone de surveillance. À 6h04, les premières cellules de lancement vertical s'ouvrirent à bord du destroyer avancé. 2 intercepteurs jaillirent coup sur coup. Leurs moteurs fusées illuminèrent le pont avant du navire avant que les missiles ne piquent vers le couloir d'approche de la batterie Alpha. Quelques secondes plus tard, une autre paire décolla du croiseur. Le ciel au-dessus du dispositif se remplit d'armes distinctes filant en sens opposé. Les missiles iraniens montaient. Les intercepteurs américains descendaient à leur rencontre. Alpha 1 maintenait un cap stable à moyenne altitude. Sa signature radar était nette, sa vitesse constante, sa trajectoire directe. Alpha 2 se comportait différemment. Il changea 2 fois d'altitude et dévia de plusieurs degrés vers l'est, obligeant le système Aegis à actualiser sans cesse sa solution d'interception. Le premier intercepteur américain grimpa au-dessus d'Alpha 1, bascula, puis plongea sur sa trajectoire. Les 2 pistes fusionnèrent. Un éclair intense apparut à plus de 148 km du Roosevelt. Alpha 1 disparut de tous les écrans. Un abattu, rapporta le destroyer avancé. Alpha 2 poursuivait sa route. Le second intercepteur corrigea sa trajectoire, recevant des mises à jour du Hawkeye et du radar du destroyer. Le missile iranien vira de nouveau, plongeant brutalement comme pour échapper à l'enveloppe d'engagement. L'intercepteur le suivit. Pendant 2 secondes, les 2 traces disparurent dans le même fouillis. Puis une seconde explosion apparut plus bas, au-dessus de l'eau. Alpha 2 se disloqua. Le couloir nord était dégagé. 4 missiles restaient. Les 2 armes de Bravo étaient désormais les plus difficiles à suivre. Elles avaient descendu à une altitude estimée à moins de 10 mètres. À cette hauteur, la mer elle-même devenait un abri. Chaque crête de vague produisait des réflexions. Chaque variation de la surface créait de faux échos. Les missiles apparaissaient sur un balayage radar et s'évanouissaient au suivant. Le Hawkeye conservait la meilleure image depuis l'altitude, mais même ses capteurs ne pouvaient les maintenir en continu. Le système de combat prédit alors où chaque cible devait réapparaître. Le destroyer oriental orienta son radar à antenne active vers le relèvement attendu, et attendit. Bravo 1 émergea le premier. Il apparut à moins de 93 km, plus rapide qu'avant. Son cap ne pointait plus vers le Roosevelt. Il virait vers le destroyer avancé. L'officier tactique comprit immédiatement la logique, le missile attaquait le bouclier plutôt que le porte-avions. Si l'escorte de tête était forcée de se défendre, une autre arme pourrait se glisser derrière elle par la brèche. Le destroyer oriental lança un intercepteur à travers le dispositif. L'arme vola bas, vira au nord, et pénétra la trajectoire projetée de Bravo 1. Bravo 1 répondit par un changement de cap brutal. L'intercepteur s'ajusta. Le missile changea encore. Pendant plusieurs secondes, les 2 traces évoluèrent presque parallèlement. Puis l'arme américaine prit l'avantage et coupa la trajectoire du missile de Bravo. La détonation apparut comme un éclair orange et plat juste au-dessus de l'eau. Bravo 1 disparut. Bravo 2 restait invisible. À 6h06, les missiles de Charlie atteignirent le sommet de leur profil de vol. Ils avaient grimpé plus haut que les autres, peut-être pour recevoir une dernière mise à jour de cible ou pour conserver de l'énergie avant le piquet terminal. Puis tous 2 entamèrent leur descente. Leur vitesse augmenta rapidement. Charlie 1 produisait un écho radar puissant. Charlie 2 paraissait encore plus imposant, presque trop grand pour un seul missile. L'officier de guerre électronique examina le signal. Charlie 2 transporte peut-être un amplificateur radar, dit-il. Profil de leur possible. L'officier tactique ne pouvait pas se contenter de cette hypothèse. Une arme conçue pour ressembler à un leur pouvait tout de même porter une charge militaire.
Un leurre conçu pour paraître dangereux pouvait détourner les intercepteurs de la véritable menace. Le croiseur assigna un intercepteur à chacun. Le premier grimpa vers Charlie 1. Le second visa Charlie 2. Au même moment, les Growlers augmentèrent leur puissance de brouillage. De faux échos du porte-avions apparurent dans l'image des autodirecteurs des missiles. Le Roosevelt fut électroniquement dupliqué à plusieurs kilomètres au nord, au sud et à l'est de sa position réelle. Charlie 1 commença à dériver vers l'un de ses faux contacts. Sa trajectoire changea juste assez pour exposer son flanc à l'intercepteur entrant. L'arme américaine frappa avant que Charlie 1 ne puisse se corriger. Le contact disparut à haute altitude. Charlie 2 poursuivait sa descente. Sa signature radar surdimensionnée resta stable malgré le brouillage. Cela apprit quelque chose d'important à l'officier de guerre électronique. Il ne réfléchissait pas simplement l'énergie. Il la traitait. Charlie 2 est actif, rapporta Teil. Probable autodirecteur réel. L'intercepteur du croiseur s'approcha par en dessous. Charlie 2 exécuta un brusque virage descendant. L'arme américaine passa derrière lui et explosa sans détruire la cible. Pour la première fois, une interception de la couche extérieure avait échoué. Charlie 2 reste entrant. À 6h07, Bravo 2 réapparut. Distance, 59 km. Altitude, moins de 6 mètres. Cap, droit sur le Roosevelt. Il ne restait plus que 2 missiles, mais ils approchaient depuis des altitudes et des relèvements différents. Bravo 2 se dissimulait contre la mer, Charlie 2 tombait d'en haut. Le groupe aéronaval ne pouvait se concentrer sur l'un sans s'exposer à l'autre. Le destroyer oriental lança un nouvel intercepteur vers Bravo 2. Le croiseur en tira un second vers Charlie 2. Le Roosevelt changea de cap une fois de plus. Le pont s'inclina légèrement tandis que le navire entamait le virage. Les équipes de manutention verrouillèrent chaque appareil garé. Les lignes de carburant furent débranchées. Les équipes d'armement dégagèrent le matériel exposé de la zone d'appontage. Sous le pont, les équipes de sécurité incendie scellèrent les zones de ventilation et se préparèrent à un impact. Pas de panique, seulement de l'accélération. Bravo 2 franchit la limite des 37 km. L'intercepteur approchait par l'est. Le missile iranien entama une série de virages peu marqués, évoluant de manière imprévisible juste au-dessus de l'eau. Le premier intercepteur passa près et explosa. Le souffle perturba la piste sans l'éliminer. Bravo 2 émergea du nuage de débris, toujours en route vers le porte-avions. Sa vitesse avait diminué. Sa trajectoire était devenue instable, mais il volait encore. Charlie 2 franchit les 9000 mètres et poursuivait sa descente. Le second intercepteur grimpa vers lui. Les deux traces se rapprochèrent rapidement. À 6h08 et 31 secondes, l'intercepteur explosa près du missile iranien. L'écho-radar de Charlie 2 se fractura en plusieurs contacts plus petits. Pendant un instant, le contrôleur du Hawkeye crut la cible détruite. Puis un fragment se sépara des débris et poursuivit sa descente sur la trajectoire d'origine. Trop volumineux pour être ignoré. Cela pouvait être la partie avant du missile. Cela pouvait être l'ogive. Le système de combat le lut comme une piste hostile. Le groupe aéronaval se trouvait désormais dans la zone de défense intérieure. Les escortes lancèrent des missiles 6 Sparrow évolués. Une paire visa Bravo 2. Une autre vira vers la section survivante de Charlie 2. Les contre-mesures électroniques s'intensifièrent. Des lances leur tirèrent depuis le croiseur et les destroyers, projetant dans l'air des matériaux réfléchissants et créant de faux navires sur l'eau. L'autodirecteur de Bravo 2 s'activa. Le missile vira brièvement vers le destroyer oriental, puis revint vers le Roosevelt. Il tentait de distinguer le porte-avions des leurs. Le premier 6 Sparrow passa devant lui et manqua. Le second explosa assez près pour arracher une partie de ses gouvernes. Bravo 2 bascula violemment. Son nez toucha l'eau. L'arme ricocha une fois à la surface, se disloqua et disparut sous les vagues. Une seule menace subsistait. La section survivante de Charlie 2 tombait presque à la verticale. Le 6 Sparrow qui lui était assigné grimpa depuis le croiseur, mais l'angle était difficile. Le fragment tombait vite, portant encore l'élan d'un missile déjà lancé dans sa phase terminale. L'intercepteur explosa en dessous. La piste hostile vacilla, puis réapparut. Distance jusqu'au Roosevelt, moins de 11 km. Le système SIRAM du porte-avions pivota vers l'objet en chute. Son radar accrocha. Un intercepteur,
lancé depuis le sponson, traversa au-dessus du pont d'envol et grimpa vers la cible. La collision se produisit bas, au-dessus de la mer. Une boule de feu s'ouvrit devant le porte-avions. Le symbole hostile disparut. Pendant une seconde, tous les écrans tactiques n'affichèrent plus aucune arme entrante. Puis la vigie tribord signala un mouvement dans la fumée. Débris volumineux, relèvement 048, encore en l'air. Un objet sombre émergea de l'explosion, culbutant sur lui-même. Il n'avait plus de guidage. Il n'avait plus de propulsion, mais il filait encore assez vite pour parcourir la distance restante. Le système d'armes rapproché du Roosevelt pivota. Le canon à 6 tubes se mit à tourner. Une pluie de projectiles balaya le ciel. L'objet culbutant se brisa en morceaux plus petits. La plupart tombèrent à l'eau. Une section poursuivit sa course et frappa le bord extérieur du pont d'envol. L'impact projeta des fragments métalliques à travers une zone d'équipement et alluma un bref foyer d'incendie. Les alarmes incendie retentirent à bord du Roosevelt. Les équipes de sécurité se mirent en mouvement avant même que les débris n'aient fini de glisser sur le pont. Dans le centre de conduite des opérations, le rapport arriva presque aussitôt. Porte-avions touché par des débris. Bord extérieur du pont, côté tribord. Aucune détonation d'ogive confirmée. Le Theodore Roosevelt conservait sa vitesse. Sa propulsion restait intacte. Son pont d'envol demeurait opérationnel. Chaque missile entrant avait été arrêté. Puis l'officier de guerre électronique reporta son regard vers le littoral iranien. Le radar de la batterie Alpha était réapparu. Bravo suivit quelques secondes plus tard. Une nouvelle activité se manifestait autour des deux zones de lancement. La première attaque avait échoué. Les batteries se préparaient à tirer de nouveau. Cette fois, la marine américaine n'attendrait pas que les prochains missiles quittent le sol. À 6h11 et 4 secondes, la première équipe de sécurité incendie atteignit le bord tribord du pont d'envol du Theodore Roosevelt. Le fragment de missile avait frappé en dehors de la zone principale d'appontage, déchirant du matériel exposé et éparpillant des débris enflammés sur l'acier. Un petit feu de carburant s'était déclaré près d'une station de maintenance, projetant une fumée noire vers l'arrière du navire. Les pompiers s'y attaquèrent immédiatement. Une équipe combattit les flammes avec de la mousse filmogène aqueuse. Une autre refroidissait le pont environnant pour empêcher la chaleur de gagner les compartiments inférieurs. D'autres marins recherchaient des fragments qui pourraient encore contenir des matières explosives. En moins de 90 secondes, le foyer principal fut maîtrisé. Aucune ogive n'avait explosé. Aucun appareil n'avait été détruit. Aucun dommage n'avait atteint la propulsion, le réseau de carburant aviation ou les monte-charges d'armement du porte-avions. La section du bord de pont fut isolée, mais les catapultes avant restaient opérationnelles. Le commandant du porte-avions reçut le rapport dans le centre de conduite des opérations. Le pont d'envol demeure apte à la mission, dit l'officier de sécurité incendie. Aucune victime confirmée. Le commandant se tourna vers l'écran tactique. Maintenez la vitesse. Le Theodore Roosevelt ne quitta pas le dispositif. Le porte-avions ne s'écarta pas de la côte iranienne. Il poursuivit sa route dans le nord de la mer d'Arabie pendant que les escortes réorganisaient leur secteur défensif autour de lui. La première attaque était terminée. La seconde se préparait déjà. Le radar de la batterie Alpha était revenu moins d'une minute après la destruction du dernier missile. Son signal balaya brièvement le destroyer avancé, disparut, puis réapparut sur une fréquence différente. La batterie Bravo suivit. L'émetteur situé dans la zone industrielle transmit à peine 4 secondes avant de s'éteindre. La batterie Charlie resta silencieuse, mais les images satellites montraient des véhicules quittant leur position de lancement d'origine pour se replier vers l'intérieur des terres. Les équipages iraniens se dispersaient. Ils savaient que la première frappe avait échoué. Ils savaient aussi que la marine possédait désormais leurs positions approximatives. À 6h13, une nouvelle image infrarouge arriva concernant la batterie Alpha. Un lanceur s'éloignait du littoral. Un autre véhicule était entré dans la zone de tir, aux côtés du radar. Un camion de soutien s'arrêta derrière lui, et plusieurs sources de chaleur se regroupèrent entre les deux. Cette activité pouvait indiquer un rechargement. Elle pouvait aussi signaler la préparation d'un second lanceur. À la batterie Bravo, le tableau était plus difficile à lire. Le site était entouré d'entrepôts, de réservoirs de stockage, de routes de service et d'infrastructures civiles. Plusieurs véhicules de taille militaire s'étaient séparés après le premier tir. Deux partirent vers le nord.
Un autre vira à l'est. Un dernier disparut sous une structure couverte. Le radar associé à Bravo avait lui aussi commencé à émettre depuis plus d'un emplacement apparent. Certains de ces signaux étaient réels. D'autres étaient conçus pour attirer les armes américaines vers un terrain vide. La batterie Charlie se déplaçait le plus vite. Son lanceur principal avait rabaissé ses conteneurs et s'était engagé sur une route étroite traversant un relief élevé vers l'intérieur des terres. Le véhicule radar était parti par un autre itinéraire, séparant les capteurs de la batterie de ses armes. Les 3 sites n'étaient plus des cibles fixes. Ils étaient devenus un réseau mobile. Dans le centre de conduite des opérations, le commandant du groupe aéronaval demanda une solution de ciblage complète. La réponse arriva aussitôt. Confiance élevée pour Alpha. Lanceur de Charlie en mouvement. Bravo demeure incertain. Le commandant n'autorisa pas de frappe. Pas encore. La marine avait survécu à la première vague de missiles grâce à un réseau défensif capable d'identifier, de prioriser et d'engager chaque menace tour à tour. La contre-attaque exigeait la même discipline. Détruire leur radar n'aurait servi à rien. Frapper un point de lancement vide aurait laissé les missiles intacts. Attaquer une zone couverte sans confirmation pouvait causer des dégâts bien au-delà de la batterie elle-même. La réponse américaine ne commencerait que lorsque les systèmes réels auraient été distingués des faux. À 6h15, les deux grolets se rapprochèrent de la côte iranienne. Ils restèrent au-dessus des eaux internationales, hors de la portée connue des défenses à courte portée, tandis que leurs récepteurs cartographiaient chaque signal de la zone. Chaque batterie côtière utilisait plusieurs composants électroniques, radar de veille, radar de conduite de tir, relais de données, radio de commandement, émetteur de secours, émetteur leurre. Pris séparément, ces signaux ne disaient pas grand-chose. Ensemble, ils dessinaient un schéma. Le schéma d'Alpha était le plus net. Son radar de conduite de tir s'était activé avant le premier lancement de drone, était resté actif pendant l'attaque des 6 missiles, et était revenu immédiatement après. Sa position était désormais connue dans une zone étroite. Bravo était différent. Son émetteur le plus puissant s'était déplacé électroniquement sans se déplacer physiquement, ce qui indiquait un émetteur déporté relié au système réel par câble ou liaison de données. Le radar visible par les capteurs américains n'était peut-être pas celui qui guidait les missiles. Charlie avait presque cessé d'utiliser son radar. Ses véhicules communiquaient par de brèves salves directionnelles de moins de 2 secondes. Les grolers enregistrèrent chaque transmission. Fréquence, durée, direction, moment. Quand un signal coïncidait avec le déplacement d'un lanceur, le réseau gagnait un lien supplémentaire. Le Hawkeye fusionna ses liens avec l'imagerie satellite et les rapports des Super Hornets. Une carte commença à se former. Pas seulement où se trouvaient les batteries, mais où elles allaient. À 6h17, la batterie Alpha commit sa prochaine erreur. Son radar de conduite de tir s'activa et se verrouilla sur le destroyer avancé de classe Harlech-Burke. Le signal dura 6 secondes. Cela suffit. Le système de guerre électronique du destroyer mesura le faisceau depuis la mer. Les deux grolers le mesurèrent depuis les airs. Le Hawkeye ajouta une 3e ligne de relèvement. Les 3 angles se croisèrent en un point unique près de la zone de lancement d'Alpha. Émetteur d'Alpha localisé, rapporta l'officier de guerre électronique. Coordonnées de haute confiance. Le radar s'éteignit, mais sa position avait déjà été intégrée au réseau de ciblage du groupe aéronaval. L'équipage d'Alpha avait tenté de viser le bouclier extérieur du porte-avions. Il s'était plutôt trahi lui-même. À 6h18, le commandant du groupe aéronaval reçut l'évaluation finale, juridique et opérationnelle. 3 batteries iraniennes avaient mené un suivi coordonné de conduite de tir. Elles avaient lancé un drone de surveillance. Elles avaient tiré 6 missiles anti-navires sur le groupe aéronaval. Un 7e système d'armes semblait se préparer au tir. Le Theodore Roosevelt avait subi des dommages dus à des débris de missiles. La menace restait active. Le commandant donna l'ordre. Exécuter la contre-frappe défensive. Limiter les cibles aux systèmes confirmés de lancement, de radar, de commandement et de soutien aux données. La réponse ne viserait pas le littoral dans son ensemble. Elle viserait la machinerie qui avait mené l'attaque. L'aviation embarquée se mit en mouvement immédiatement. 2 grolets ouvriraient le paquet de frappe, neutralisant les radars et perturbant les communications. Les Super Hornets attaqueraient les lanceurs mobiles et les systèmes de conduite de tir confirmés. D'autres chasseurs assureraient la couverture aérienne. Le Hawkeye coordonnerait chaque appareil tout en maintenant sa surveillance sur le groupe.
Un avion-citerne resterait au sud, prolongeant l'autonomie des chasseurs. Les escortes de surface préparèrent leur propre contribution. À bord de 2 destroyers de classe Harlech-Burke, des données de ciblage furent chargées dans des missiles de croisière à longue portée, destinés à des installations fixes incapables de se déplacer avant l'impact, le nœud de soutien radar d'Alpha, le poste de commandement de Bravo, l'installation de communication censée coordonner les 3 batteries. Les destroyers ne videraient pas leurs cellules de lancement. La majorité de leurs armes restaient réservées à la protection du Roosevelt contre une nouvelle vague de missiles. Sous la surface, un sous-marin d'attaque américain opérant en avant du dispositif recevait la même image tactique. Il ne révéla pas sa position. Sa mission consistait à surveiller la côte, détecter une éventuelle activité navale de soutien, et rester prêt si la frappe de surface rencontrait une nouvelle menace. À 6h21, un Super Hornet équipé d'une nacelle de désignation avancée longea la lisière de la zone d'engagement. Ses capteurs se concentrèrent sur la batterie Bravo. L'appareil pouvait voir les routes entre les structures industrielles, mais pas chaque véhicule sous les toits. Un convoi de 4 véhicules s'était scindé en 3 directions. 2 camions poursuivaient vers le nord. Un véhicule plus imposant partait à l'est. Un autre s'arrêtait sous un long abri métallique. Aucun n'affichait clairement de conteneur de missiles. Le pilote garda ses distances et observa. À la batterie Charlie, le lanceur mobile s'était engagé sur un tronçon de route bordé d'un relief escarpé. La chaleur de son moteur restait visible entre les crêtes. Le Super Hornet chargé de le suivre reçut l'autorisation d'engager s'il obtenait une identification positive. Le pilote ne tira pas. Des véhicules civils circulaient sur la même route. Une arme lâchée à ce moment aurait pu frapper la mauvaise cible ou causer des dégâts au-delà du lanceur. Le chasseur continua de suivre depuis l'altitude. La décision retarda la frappe. Elle préserva aussi la maîtrise de la situation. À 6h23, un radar s'activa près de la batterie Bravo. Le signal était puissant, stable, facile à localiser. Trop facile. Le Groulet compara sa forme d'onde avec celle du radar qui avait guidé la première attaque. Le rythme des impulsions différait légèrement. Ces variations de fréquence suivaient un schéma répétitif. Sa puissance restait constante même quand l'émetteur aurait dû suivre un appareil en mouvement. L'heure de Bravo, rapporta l'équipage du Groulet. Ne pas engager. La batterie iranienne tentait d'attirer les armes américaines vers un faux émetteur. La marine l'ignora. Les Groulers cherchèrent plutôt derrière ce signal. Une brève salve de données apparut à l'est du complexe industriel. Elle correspondait au véhicule imposant qui s'éloignait du site d'origine. La transmission cessa dès qu'elle fut détectée par les capteurs américains. Mais le relèvement suffisait. La vraie batterie Bravo se déplaçait vers l'est. À 6h25, le radar d'Alpha se ralluma. Cette fois, l'imagerie infrarouge montrait une activité autour d'un lanceur voisin. Ses bras de soutien étaient déployés. Ses conteneurs de missiles commençaient à se relever. Alpha se préparait à tirer avant que la frappe américaine ne puisse arriver. À Bravo, le véhicule en route vers l'est ralentit dans une zone dégagée et vira vers la mer. À Charlie, le lanceur quitta la route civile et s'engagea dans une position de tir isolée entre 2 crêtes. Les 3 batteries tentaient toutes de reconstituer leur solution de tir. Le pont d'envol du Theodore Roosevelt reprit vie. La zone d'incendie contrôlée restait scellée, mais les opérations se poursuivaient à l'avant. À 6h28, le premier Groulet décolla. Un second suivit. Puis les Super Hornets quittèrent le porte-avions par paire. Leurs postes combustion illuminèrent le pont à chaque accélération avant la montée vers la côte. Le Hawkeye assigna route et altitude. Les Groulers avançaient en tête, prêts à aveugler les batteries pendant l'approche finale. Derrière les appareils, les trappes de lancement verticales s'ouvrirent à bord des destroyers. Le commandant du groupe aéronaval passa en revue l'image de ciblage une dernière fois. Radar d'Alpha confirmé. Lanceur d'Alpha confirmé. Liaison de commandement de Bravo confirmé. Lanceur de Charlie en mouvement mais suivi. Le nœud de communication coordinateur restait fixe. À 6h32, l'ordre parvint au navire de surface. Arme de frappe autorisée. Un missile de croisière s'éleva du premier destroyer. Un autre suivit depuis le second. Ils grimpèrent brièvement au-dessus du dispositif, virèrent au nord, puis plongèrent vers la mer. Depuis cette altitude, ils approcheraient du littoral sous la plupart des couvertures radar, utilisant des données de terrain et de navigation préenregistrées pour atteindre leurs objectifs assignés.
Les Super Hornets continuaient leur approche par une autre direction. Deux lignes d'attaque distinctes convergeaient désormais vers les batteries côtières. À 6h33, le radar de conduite de tir de la batterie Alpha s'alluma à pleine puissance. Son faisceau se verrouilla sur le destroyer avancé. Le lanceur voisin atteignit son élévation de tir. Les Growlers attaquèrent aussitôt le radar, saturant son écran de fausse distance et de cibles dupliquées, mais l'équipage d'Alpha disposait déjà de suffisamment de données. Le capteur infrarouge satellite détecta une soudaine montée de chaleur derrière le lanceur. Dans le centre de conduite des opérations du Roosevelt, un nouvel avertissement apparut. Indication de lancement à Alpha. À 6h34, un missile antinavire franchit le littoral iranien et vira vers le groupe aéronaval. Au même instant, les missiles de croisière de la marine franchirent la limite extérieure de l'espace aérien côtier iranien. Sur l'écran tactique du Hawkeye, deux groupes d'armes se dirigeaient l'un vers l'autre. Un missile iranien filant vers le large. La contre-frappe américaine filant vers les trois batteries. La première bataille s'était jouée autour du porte-avions. La suivante se déciderait au-dessus de la côte. À 6h34 minutes et 8 secondes, le 7e missile antinavire iranien franchit le littoral et plongea vers le nord de la mer d'Arabie. Sa trajectoire ne pointait pas vers le Theodore Roosevelt. Elle visait le croiseur lance-missile opérant près du centre du dispositif. Ce croiseur coordonnait la défense aérienne du groupe aéronaval. Son système de combat recevait les pistes radars du Hawkeye, assignait les intercepteurs aux destroyers, et maintenait l'image tactique commune autour du porte-avions. Si le croiseur venait à être endommagé, chaque navire pourrait continuer à combattre individuellement. Mais le réseau protégeant le Roosevelt perdrait en efficacité au moment précis où les batteries côtières préparaient une nouvelle attaque. Le missile iranien plongea sous 300 mètres. Puis il continua de descendre. Vampire entrant, rapporta le coordinateur de défense aérienne. Relèvement 017. Piste 707. Vise le croiseur. Le destroyer oriental de classe Harlech-Burke reçut la charge de l'engagement. Un intercepteur décolla de ses cellules de lancement verticales avant, grimpa au-dessus du dispositif, et vira vers le missile entrant. Le Hawkeye maintint la piste depuis l'altitude. L'arme rasant les flots apparaissait et disparaissait sur les radars de surface en traversant le fouillis des vagues. Mais le groupe aéronaval ne perdit jamais sa position prédite. Au même moment, la contre-frappe américaine poursuivait sa route vers la côte iranienne. Deux Growlers menaient la formation. Derrière eux, des paires de Super Hornets se répartissaient vers les batteries Alpha, Bravo et Charlie. Loin en dessous, les missiles de croisière lancés par les destroyers traversaient l'eau à basse altitude, approchant depuis des directions séparées les cibles fixes de commandement et de communication. Le missile iranien et le paquet de frappe américain n'étaient plus qu'à moins de 4 minutes de leurs objectifs respectifs. À 6h35, le radar de conduite de tir de la batterie Alpha restait actif. Ses opérateurs tentaient d'actualiser la trajectoire du missile déjà en route vers le croiseur. Le Growler de tête détecta le faisceau et lança une attaque électronique concentrée. De fausses distances et de fausses images envahirent l'affichage radar. Le croiseur sembla se déplacer de plusieurs kilomètres vers l'est, puis vers l'ouest. D'autres échos de la taille d'un navire apparurent autour de lui. Le radar iranien changea de fréquence. Le Growler suivit. Il changea encore. L'appareil américain s'ajustait en quelques secondes. Le radar d'Alpha pouvait toujours émettre, mais l'information qu'il produisait n'était plus fiable. Le missile antinavire continuait de se guider sur ses propres capteurs de bord. À 50 km du dispositif, il vira vers l'un des faux contacts créés par le Growler. Puis son autodirecteur se corrigea. Il revint vers le véritable croiseur. Le premier intercepteur américain arriva par le haut. Le missile iranien exécuta un virage serré à tribord. L'intercepteur passa derrière lui et explosa. Des fragments traversèrent le sillage du missile, mais la piste hostile resta intacte. Premier engagement sans succès, rapporta le destroyer. Le missile pénétrait désormais la zone défensive à moyenne portée. Le croiseur lança deux missiles 6 Sparrow évolués. Ils quittèrent le navire à moins d'une seconde d'intervalle, virèrent au nord, et plongèrent vers l'eau. Le premier passa devant l'armée iranienne, la forçant à manœuvrer. Le second arriva sous un angle opposé. À 6h36 minutes et 19 secondes, les traces fusionnèrent. Un éclair apparut à 33 km du croiseur. Le missile iranien se disloqua en plusieurs morceaux et tomba à la mer. La piste 707 disparut.
La dernière menace aérienne pesant sur le groupe aéronaval venait d'être détruite. Les armes de la marine, elles, poursuivaient leur route vers la côte. À la batterie Alpha, le véhicule radar demeurait à côté de la position de tir. Le lanceur qui avait libéré le 7e missile abaissait ses conteneurs et se préparait à partir. Le premier Super Hornet assigné à Alpha resta hors de la zone de défense côtière immédiate. Ses capteurs passifs fixèrent le radar actif pendant que le Groulet continuait de le brouiller. Le pilote lâcha une arme anti-radiation. Le missile accéléra en avant de l'appareil et se verrouilla sur les émissions du radar. Les opérateurs d'Alpha reconnurent la menace. Le radar s'éteignit. Le signal disparut de tous les récepteurs américains. Mais l'arme avait déjà enregistré les dernières coordonnées. Elle poursuivit vers la dernière position connue. Presque au même instant, un missile de croisière tiré depuis la mer approchait Alpha par le sud-ouest. L'arme anti-radiation arriva la première. Elle frappa à côté de l'antenne radar et détruisit l'ensemble antenne, alimentation électrique et cabine de contrôle. Quelques secondes plus tard, le missile de croisière atteignit le nœud de soutien aux données de la batterie. La structure s'effondra sur elle-même. Les signaux de communication d'Alpha cessèrent. Le lanceur tenta de fuir. Son conducteur s'engagea sur une route de service étroite vers l'intérieur des terres. Un Super Hornet le suivit à travers sa nacelle de désignation, confirmant les conteneurs de missiles et l'armature de support hydraulique. La zone environnante était dégagée. Ouverture du feu autorisé sur le lanceur d'Alpha, ordonna le commandant de la mission. Une arme à guidage de précision se sépara du chasseur. Elle plana vers le véhicule en mouvement et frappa derrière la cabine. Le lanceur s'arrêta net. Ses conteneurs s'effondrèrent d'un côté tandis que le feu se propageait à l'arrière. La batterie Alpha n'était plus capable de suivre, de lancer ou de guider le moindre missile. À 6h39, le radar Leurre de Bravo transmettait toujours. Son signal restait puissant et exposé, tentant d'attirer le paquet de frappe vers le site industriel d'origine. Les Groulers continuèrent de l'ignorer. Le véritable lanceur de Bravo s'était déplacé de plusieurs kilomètres vers l'est et s'était arrêté en terrain découvert. Ses conteneurs étaient partiellement relevés, mais le véhicule n'avait aucune vue directe sur le groupe aéronaval. Il avait besoin de données de ciblage d'un poste de commandement séparé. Ce poste émit une brève salve directionnelle. Le Groulet fixa le signal. Un missile de croisière déjà en approche dans la région reçut la mise à jour finale de cible via le réseau du groupe aéronaval. Il corrigea légèrement sa route et poursuivit vers le bâtiment de commandement. Le premier Super Hornet visant Bravo maintenait une confirmation visuelle sur le lanceur. Un camion de soutien s'éloigna. Les bras de stabilisation du lanceur se déployèrent. Les conteneurs continuaient de se relever. La batterie se préparait à tirer. Le pilote attendit que le camion quitte la zone d'impact. Puis l'arme fut lâchée. Elle frappa l'arrière du lanceur avant que les conteneurs n'atteignent leur pleine élévation. L'explosion détruisit le mécanisme de relevage et renversa le véhicule. Les missiles restèrent dans leur tube. Ils ne quittèrent jamais le sol. 12 secondes plus tard, le missile de croisière frappa le poste de commandement de Bravo. La liaison de données disparut. Le radar leur continua d'émettre seul pendant 11 secondes encore. Puis il fut abattu. La batterie Bravo avait perdu à la fois son lanceur et le système chargé de le guider. Seule la batterie Charlie subsistait. Elle s'était enfoncée plus loin dans les terres que les deux autres. Son lanceur avait pénétré une vallée étroite entre des crêtes élevées et s'était arrêté sous un long abri métallique. Le Super Hornet chargé de la suivre pouvait voir l'entrée et la sortie de l'abri, mais pas le véhicule lui-même. Le radar associé à Charlie s'était lui aussi séparé du lanceur et avait gagné les hauteurs. Les deux systèmes restaient silencieux. Aucune transmission radio, aucune émission filoguidée, aucun mouvement visible. Le commandant de la mission refusa d'attaquer l'abri sans confirmation. Le Super Hornet resta en position et observa. Les minutes passèrent. Le carburant diminuait. Plus l'appareil restait près de la côte, plus le risque augmentait de voir d'autres systèmes de défense aérienne entrer dans le combat. Mais laisser Charlie intact permettrait à la batterie de survivre, de se déplacer et de menacer de nouveau le Roosevelt. À 6h44, un mouvement apparut près de l'abri. Un véhicule plus petit émergea le premier et vira au sud. 30 secondes plus tard, le lanceur suivit. Il s'avança dans une clairière isolée offrant une ligne dégagée vers la mer. Le véhicule s'arrêta. Les vérins hydrauliques s'abaissèrent. Les conteneurs commencèrent à se relever.
Au même moment, un radar sur les hauteurs voisines s'activa pendant moins de 3 secondes. La salve fut brève, mais les deux Growlers la détectèrent. Le Hawkeye combina leur relèvement. La position du radar apparut sur l'écran tactique. Charlie venait d'exposer les deux éléments de son système à la fois. Un Super Hornet vira vers le radar surélevé. Un autre resta concentré sur le lanceur. Le radar s'éteignit avant que le premier appareil ne lâche son arme. Les coordonnées restaient fixées. Deux armes de précision quittèrent les chasseurs à 5 secondes d'intervalle. La première franchit la crête et frappa la position radar. La seconde plongea dans la clairière au moment même où le lanceur atteignait son élévation de tir. L'impact renversa le véhicule et détruisit les conteneurs relevés. Aucun missile ne partit. Les signaux de Charlie disparurent. À 6h47, les 3 batteries côtières n'étaient plus reliées entre elles. Alpha était silencieuse. Bravo était silencieuse. Charlie était silencieuse. Mais le groupe aéronaval détectait encore un trafic de communication provenant d'une installation fixe à l'intérieur des terres. Pendant toute l'attaque, chaque batterie avait échangé de brèves transmissions de données avec ce site. Le rythme correspondait à l'activation des radars, aux mises à jour du drone et au lancement de missiles. C'était le nœud de coordination. Le dernier missile de croisière approcha par le sud, à basse altitude. Le système d'alerte radar de l'installation le détecta trop tard. Aucun radar de conduite de tir ne restait actif à proximité pour organiser une interception. L'arme franchit la dernière crête, plongea vers le complexe d'antennes et frappa la structure centrale de communication. Le réseau de transmission disparut instantanément. Dans le centre de conduite des opérations du Roosevelt, les 3 secteurs côtiers rouges s'éteignirent. Le paquet de frappe ne s'attarda pas sur les cibles. Les Super Hornets repartirent vers la mer. Les Growlers continuèrent de brouiller pendant le repli, empêchant tout radar survivant de constituer une piste propre sur les appareils en retrait. Les Hawkeye cherchèrent de nouveaux lancements. Aucun n'apparut. À 6h52, la première évaluation des dommages de combat parvint au commandant du groupe aéronaval. Le radar et le lanceur de la batterie Alpha étaient détruits. Le lanceur et le poste de commandement de la batterie Bravo étaient hors service. Le radar et le véhicule de tir de la batterie Charlie n'étaient plus opérationnels. L'installation de coordination avait cessé d'émettre. Aucun émetteur de remplacement n'apparut. Aucun véhicule n'entra dans une nouvelle position de tir. L'attaque était terminée. À 6h58, la zone endommagée par le feu sur le pont d'envol du Roosevelt fut déclarée sécurisée. La zone d'impact restait fermée, mais l'équipement de lancement avant du porte-avions était pleinement opérationnel. Le premier Super Hornet de retour entra dans le circuit d'appontage. Sa crosse d'arrêt saisit le brin et immobilisa l'appareil. Un autre chasseur suivit. Puis un autre encore. Les opérations aériennes reprirent pendant que les équipes de sécurité inspectaient le bord noirci du pont, à quelques mètres à peine. Le porte-avions avait été suivi par 3 batteries de missiles côtières. Il avait été ciblé par un drone de surveillance. 7 missiles anti-navires avaient été lancés vers le groupe aéronaval. Aucun n'avait atteint sa cible directement. Le Roosevelt avait subi des dommages limités dus aux débris et restait capable de lancer et de récupérer ses appareils. Ses escortes étaient toujours en formation. Son réseau radar restait actif. Son groupe aérien demeurait opérationnel. À 7h06, le dernier Super Hornet regagna le porte-avions. Dans le centre de conduite des opérations, le dernier émetteur de conduite de tir iranien confirmé était resté silencieux depuis plus de 15 minutes. L'écran tactique avait retrouvé son calme. Les 3 lignes de relèvement apparues à 5h41 avaient disparu. Les batteries avaient trouvé le porte-avions. Elles avaient mesuré ses mouvements. Elles avaient verrouillé leur radar. Puis elles avaient tiré. La marine américaine n'avait pas répondu par la confusion. Elle avait absorbé la première attaque grâce à une défense en couche, identifié les véritables lanceurs parmi les leurs, et limité sa contre-frappe au seul système directement responsable. Le Theodore Roosevelt n'abandonna jamais sa mission. Le porte-avions resta sur zone tandis que le réseau bâti pour le viser s'effaçait de la côte. Verrouiller un radar sur un porte-avions américain était une décision. Lancer les missiles en était une autre. Mais une fois ces armes parties, une fois le littoral franchi, l'issue de l'affaire n'appartenait plus aux hommes assis derrière les écrans radars iraniens. On peut se demander, en refermant cette histoire, ce qui pèse le plus lourd dans une telle nuit, la discipline froide de ceux qui attendent avant de tirer, ou le courage de ceux qui, de l'autre côté,
tente malgré tout de défier une puissance qui semble ne jamais pouvoir perdre. Chacun, sans doute, y trouvera une réponse différente.